classes sociales. Donc il y a un premier élément aussi, c'est bon, déjà pour expliquer ça, ça veut dire que c'est vrai que quand on regarde l'actualité, on n'a pas toujours l'impression que c'est des classes qui sont en mouvement, mais en fait profondément si. Et si on regarde à l'échelle de l'histoire, en plus, les grandes dynamiques et les grands événements sont justement structurés par les classes sociales. Alors, il faut peut-être revenir, même si ça peut paraître un peu basique, mais sur ce que sont les classes sociales. Alors, je renvoie dans la bibliographie, c'est le A, qui doit, je ne sais plus où il est, mais parce que c'est pas dans l'ordre. C'est une citation de Ben Saïd qui est un peu longue sur ce que sont les classes sociales, mais que vous pouvez lire, voilà, c'est de l'autre côté, dans Marx l'intempestif, mais c'est en gros de dire que les classes sociales, il y a la classe dominante, la bourgeoisie qui détient les moyens de production. De l'autre côté, il y a le prolétariat. Pour donner une définition simplificatrice, mais justement Ben Saïd développe ceux et celles qui vivent du fruit de leur travail. C'est très simplificateur. Et puis en fait, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a une myriade de couches intermédiaires que, pour simplifier, on appelle la petite bourgeoisie, mais qui sont en fait des couches très différentes, parce qu'entre un paysan et un commerçant du 8e arrondissement, il n'y a pas grand-chose de commun en réalité, ou un cadre supérieur dans une grande entreprise, il n'y a pas grand-chose de commun en termes de vie quotidienne, mais par contre c'est les gens qui font partie de classes intermédiaires et de leurs multiples strates et qui interviennent quand même dans les situations politiques. Je pense que c'est vraiment bien à un moment de sa vie de lire le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, de Marx, qui est la référence B, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a fait comprendre que l'analyse en termes de classe sociale, c'était un truc super puissant. C'est-à-dire quand tu regardes qui sont les individus, ce qu'ils représentent, d'où ils viennent, en fait, ça te permet vraiment de voir leur dynamique, leur trajectoire, de façon bien plus sérieuse qu'une analyse à un moment donné. Donc pourquoi on a parlé de faire ce topo juste après les élections législatives, c'est que les élections législatives, elles sont un thermomètre ou un miroir, comme selon les formules qu'on utilise régulièrement, un miroir déformé de la réalité des rapports de force politiques entre les classes. Donc déformé, il ne faut pas croire que c'est exactement ce qui se passe dans les classes sociales, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une abstention énorme de nos jours dont il est bien difficile d'analyser le contenu, mais grosso modo quand même le résultat de la présidentielle, il montre trois gros blocs. Le premier, c'est celui de l'extrême droite, le second, c'est celui d'une gauche recomposée, et le troisième, au centre, autour de Macron. Donc je ne refais pas tout le topo sur ce que c'est l'extrême droite et tout, parce qu'il y a eu le topo sur le fascisme hier, et puis j'ai mis des trucs aussi dans la bibliographie. C'est le truc C, si je lis bien mes notes. En gros, on a une extrême droite qui fait des scores qui sont assez impressionnants dans toute une série d'endroits, mais disons que ce qui est nouveau par rapport à la période précédente, c'est qu'en termes de classe sociale, justement, il y a une modification. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le Front National a été assez implanté dans la classe ouvrière, et en fait, il y a une évolution, et Zemmour, en fait, accompagne cette évolution, mais qui est une évolution qui ne commence pas dans ces législatives, qui a commencé il y a une dizaine d'années environ, du fait que la petite bourgeoisie, justement, les classes intermédiaires, les commerçants, les cadres, etc., votent de plus en plus pour l'extrême droite, et pour le coup, dans la classe ouvrière, ça tend à se rétracter. Et je dis Zemmour, il accompagne ce mouvement-là parce qu'en fait, on voit de plus en plus que l'extrême droite porte un projet politique qui ne correspond pas aux intérêts du prolétariat, mais qui correspond à ce que, d'ailleurs, on entend souvent, pour le coup, l'idée que les classes intermédiaires seraient abandonnées, seraient les victimes de la crise, et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une paupérisation des couches intermédiaires, et c'est ça qui fait la base sociale de l'extrême droite et du fascisme. Alors, pour en dire encore un mot sur cette montée de l'extrême droite, il faut se rendre compte que, mais je ne vais pas paraphraser ce qui a pu être dit hier, mais que l'extrême droite serait un saut qualitatif, et le fascisme encore plus, par rapport à une droite y compris autoritaire. C'est-à-dire qu'on voit que le fait de pouvoir militer, de distribuer des tracts, on se fait emmerder aujourd'hui par les flics, ou les flics, et on le voit d'ailleurs, tuent de plus en plus. Mais quand tu as l'impossibilité de dire autour de toi ce que tu penses sous peine d'être menacé par tes voisins de palier qui te dénonceraient à la police, c'est autre chose. Il y a un saut qualitatif dans ce sens-là. Alors après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que en fait, la montée de l'extrême droite et de solutions autoritaires est quelque chose qui est démultiplié dans tous les pays du monde, et des solutions nationalistes aussi. Donc c'est quelque chose qui correspond
c'est quelque chose qui correspond à l'évolution de la société en fait. C'est-à-dire que la bourgeoisie a de plus en plus de mal à intervenir dans la concurrence internationale. On le voit d'ailleurs, il y a encore eu des nouveaux trucs là ce matin là, sur Taïwan avec la guerre, donc Océane reviendra sur cet aspect-là de la guerre, mais le fait de pouvoir du coup surexploiter la population et le fait d'envisager des solutions nationales et des concurrences, y compris armées avec d'autres puissances, c'est quelque chose qui est en fait le terreau matériel de la montée de l'extrême droite et du fascisme. Donc c'est quelque chose qui existe à l'échelle internationale et qui donc se développe de plus en plus. Donc on a ce pôle-là qui s'est constitué de façon très très forte dans ces élections législatives. Le deuxième grand pôle, donc à l'opposé, c'est un pôle autour d'une gauche recomposée, donc avec un vote de classe qui est assez impressionnant aussi autour de Mélenchon, avec des 50, 60, voire 80% dans certains bureaux de vote dans les classes populaires, dans les quartiers populaires, et qui montre en fait une forme de réhomogénéisation de la classe ouvrière autour d'un vote, alors avec plein de contradictions. On y reviendra, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir en tête un deuxième concept, je dirais, autour de ce qu'est la définition classique des partis ouvriers. C'est-à-dire qu'on analyse le fait que la nature sociale d'un parti, elle est complexe et contradictoire. Il y a un premier aspect, c'est sa base, c'est-à-dire ce qui la constitue, ses militants, ceux qui votent pour elle, ceux qui du coup influencent en termes de revendications, de besoins, etc. Et une organisation, elle ne peut jamais se détacher complètement de sa base sociale. Elle est toujours obligée de donner un petit peu, ne serait-ce que parce que si tu ne donnes pas un minimum à ta base sociale, en fait elle ne vote plus pour toi, et tu n'as plus de capacité aussi à reconstituer des cadres militants. C'est ce qu'on a vu par exemple avec le Parti Socialiste qui a rompu il y a très 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 longtemps, il y a des dizaines d'années en fait, avec une base ouvrière, et qui du coup en fait à la fin éclate parce qu'il est traversé entre ceux qui sont complètement acquis à la bourgeoisie et qui donc votent pour Macron, et puis après des résidus, des couches intermédiaires qui sont dans l'appareil d'État et tout, mais qui sont complètement détachés d'une base sociale. Donc on distingue voilà, la base sociale et les directions. Parce que les directions, au fur et à mesure qu'elles intègrent l'appareil d'État dans les élections, en acquérant des postes, y compris aussi dans les syndicats, en fait elles se détachent de la base sociale initiale et en fait elle reproduit des habitudes de vie et des liens sociaux et des liens politiques qui sont ceux en fait de la bourgeoisie. Et donc on distingue dans les partis qu'on appelle les partis ouvriers, on dit souvent que c'est des partis ouvriers bourgeois pour indiquer qu'il y a une base sociale qui est ouvrière, mais que la direction, elle, en fait, elle est de plus en plus liée à la classe dominante. Donc je passe un peu, mais on a vu dans cette situation, donc je vous disais un PS qui est éclaté, un PC qui se maintient, mais compris parce que justement sa base militante elle est beaucoup plus solide que ce que pouvait être le Parti Socialiste, malgré le fait qu'il y ait quasiment autant compromis en fait dans l'appareil d'État, même si ça des fois ça se voit moins pour une série de gens. Et puis donc l'extrême gauche qui est écrasée en termes numériques parce que en fait le vote pour Mélenchon est apparu comme le vote de rupture. C'est-à-dire, et on le voit quand on a fait du porte-à-porte pour les législatives, les gens ils disent « Ah, c'est vous qui nous défendez » en parlant de la NUP. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent, le vote de classe s'incarne là-dedans. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur représentant c'est Mélenchon, et aujourd'hui la NUP, il incarne aussi une rupture avec Macron, dans un contexte où il n'y a pas d'expérience de trahison des partis réformistes depuis quand même longtemps. Parce que Hollande, ça commence à dater, et puis les expériences qui sont plus concrètes en termes de participation, des organisations syndicales, à ces compromis sociaux avec le pouvoir, ça date encore d'avant. Donc il y a cette idée que vous nous défendez, et donc dans ce vote Mélenchon se révèle une colère de classe qui est confuse. On l'a vu à la présidentielle, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie, je crois que c'est un tiers des gens qui ont voté Mélenchon, ont voté pour l'extrême droite au deuxième tour, ce qui montre encore une fois cette colère, mais en même temps ces confusions, et puis bien sûr des illusions dans les institutions, même si tout ça n'est pas unilatéral, parce qu'il faut quand même se rappeler que par exemple en 1936 en Espagne, mais aussi en France, en fait la confusion des masses par rapport au programme est très ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'illusion. En gros, ils croient que les réformistes vont faire un certain nombre de choses. Mais en fait, en 1936, ce qui s'est passé, c'est que les gens croyaient que les organisations réformistes allaient socialiser les terres et socialiser les usines. Et donc, en fait, quand il y a eu l'élection, les gens l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils sont sortis dans la rue, se sont mis en grève, parce qu'ils ont dit, puisque c'est le programme du Front populaire, on va le mettre en place. Donc, c'est très ambivalent, cette façon, ces illusions.
Et donc voilà ce deuxième bloc, et au milieu, autour de Macron, moi je crois, bon c'est discutable, hein, c'est pas un truc de l'organisation, mais qu'on peut parler de bonapartisme autour de Macron. Donc là c'est pareil aussi, c'est intéressant de lire le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Marx. Dans l'idée, en gros, quand tu as des conflits de classe qui s'exacerbent, même si ça ne se voit pas forcément chez nous sur le plan des luttes sociales, mais on le voit en termes de structuration sur les partis politiques, quand la lutte des classes s'exacerbe, il arrive que des individus comme ça, et c'est un peu le cas de Macron, et il y a le cas aussi dans d'autres pays, sortent du lot pour faire croire qu'ils sont un compromis acceptable entre les classes sociales. Et alors qu'en réalité, il sert bien évidemment les intérêts de la bourgeoisie, mais il donne l'impression d'être un individu, d'ailleurs on le sait, hein, c'est comme ça que le premier mandat a été perçu, qui va mieux écouter, qui va être quelqu'un de nouveau, etc. Toutes ces conneries-là, mais qui sont quelque chose qui porte en fait cette idée de quelqu'un qui est au-dessus des classes. Et après, bon, je dis un dernier mot sur les scores de l'extrême gauche qui ont été très faibles, mais aussi un des gros problèmes, c'est qu'en fait ils sont uniformes, c'est-à-dire que quel que soit le quartier, qu'on soit dans un quartier bourgeois ou dans un quartier populaire, on fait quasiment le même score, ce qui veut dire qu'en gros, c'est des gens qui sont convaincus un peu sur nos idées, mais on ne perce pas au-delà de ça, au-delà des gens qui sont déjà convaincus. Il y a une contradiction que je trouve intéressante, c'est le fait qu'à la fois Philippe Poutou a fait un score extrêmement bas, mais qu'il est la deuxième personnalité préférée de gauche. C'est-à-dire comme si en fait, des électeurs de gauche, pour être précis, comme si en fait les gens trouvent que ce qu'on dit est utile et intéressant, mais à condition que ça soit dans le cadre de l'unité. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, même si bien sûr, on n'est pas obligé de répondre aux sollicitations qui sont autour de nous. Pour prendre un peu de recul, voilà, sur ces trois blocs, pourquoi ils incarnent quelque chose, je le disais tout à l'heure, c'est le résultat d'une tendance à l'exacerbation de la lutte des classes dans le cadre d'un système dans lequel les contradictions deviennent difficiles à gérer. Alors, la question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait. Donc pareil, on peut le regarder à une échelle internationale, mais le plus probable, quand on regarde justement les problèmes économiques, la crise climatique, la crise sociale, enfin tous ces éléments-là qu'on discute souvent, qu'est-ce qui va se passer? Le plus probable, c'est que la bourgeoisie et les bourgeoisies, elles n'arrivent pas à trouver de solution simple. Donc en gros, ce qu'on voit, je disais tout à l'heure, c'est des solutions autoritaires qui se développent, y compris par le biais de la guerre, qui sont une façon de résoudre le problème et qui sont la façon évidemment la plus défavorable pour nous parce que ça peut aller extrêmement loin. Ça peut être la guerre, ça peut être le fascisme, ça peut être des solutions autoritaires intermédiaires. Et de l'autre côté, nous, notre but, notre rôle, c'est évidemment de renforcer la possibilité pour les classes populaires et pour la classe ouvrière de se proposer une solution alternative dans ce contexte-là. Alors si on reprend la longue citation du manifeste du Parti communiste que j'ai mis en E à la fin, il faut qu'on n'oublie pas que, pour reprendre la première phrase, les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers, ils n'ont point d'intérêt qui les sépare de l'ensemble du prolétariat. Ils n'établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. Alors c'est bizarre de se dire ça parce que c'est pas notre expérience quotidienne en fait. Notre expérience quotidienne, c'était une organisation séparée des autres organisations ouvrières. D'ailleurs, je reviens au passage sur le concept de gauche, j'en dis 3 mots et demi, mais je voulais le récupérer, mais je vais le scanner. En fait, il y a un très bon article de François Salvador qui s'appelle « La gauche, une ambiguïté historique fondamentale ». Je vous promets, dans la semaine, je le mets sur le site internet du NPA. En fait, il y a un texte qui explique en quoi le terme de gauche est en fait, dans l'histoire, une fusion un peu abstraite, quoi. Je trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, une création d'une sorte de fusion entre les organisations ouvrières, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une vraie base ouvrière, etc., quel que soit un peu ce qui se passe dans leur direction, et les organisations qui en fait ont toujours été des organisations de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie. On le voit vachement dans les Verts, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont des préoccupations de gauche, clairement, humanistes, démocratiques et tout, avec lesquels on peut se retrouver parfois plus qu'avec le PC, pardon, pour prendre tout le truc, toutes les conneries qui racontent hyper nationalistes, mais en fait qui n'est pas une organisation ouvrière, qui n'a jamais été implantée dans la classe ouvrière. Donc ce terme de gauche est une façon de créer une unité entre ces courants-là. Donc voilà, je le dis là parce que du coup, quand on discute de nos liens avec les organisations ouvrières, on parle des organisations ouvrières, pas des organisations qui ne sont pas des organisations ouvrières. Donc pourquoi c'est important? Parce que cet aspect des choses sur nos objectifs, parce qu'en fait on ne pense pas que c'est par les idées qu'on change le monde. Les idées, elles n'ont d'intérêt que si elles se transforment en force matérielle, c'est-à-dire en mouvement des masses.
Et donc la question c'est de savoir comment ça se passe. Comment est-ce qu'on arrive à faire que des idées révolutionnaires, des idées de la lutte des classes, en fait, soient partagées par les masses pour qu'elles s'en emparent et qu'elles essaient de transformer le réel. Et donc c'est de ce point de vue-là que Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, disent que les communistes n'ont pas d'intérêt différent des autres partis ouvriers. C'est qu'ils disent en fait, les masses, elles ont des préoccupations dans une situation, elles ont des intérêts, et en fait, au-delà des désaccords stratégiques, qui peuvent être extrêmement importants, en fait, ces intérêts, il faut les défendre de façon unitaire, parce que sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qui donne de la force à la classe ouvrière, c'est son unité dans l'action, parce que c'est ce qui lui permet d'avoir la puissance pour s'opposer à la bourgeoisie et aux autres classes. Parce qu'en fait, c'est le truc aussi, c'est que la classe ouvrière, elle n'a pas tant de moyens que ça, j'y reviendrai, et notamment ça crée toute une série de problèmes de ce qu'elle obtient dans le cadre du capitalisme. Mais en face, on a une classe qui en fait a une police, une armée, un appareil d'État, des façons d'intégrer d'autres, et donc en fait elle est extrêmement puissante. Et donc pour pouvoir faire opposition, il faut être en capacité de constituer une unité de la classe. Et donc notre but dans une situation notamment d'urgence comme la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est de constituer cette unité de la classe, parce qu'on pense qu'en plus elle accélère les vérifications. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je disais tout à l'heure, la NUPS ou Mélenchon ont été perçus à une échelle très large comme étant les représentants des classes populaires. Voilà. Je disais tout à l'heure, nous on n'a pas d'illusion sur ce que sont ces organisations, mais disons qu'elles sont la concrétisation organisationnelle à un moment donné de la conscience. Et les limites, on les voit déjà, je pense que c'est extrêmement important aussi à avoir en tête et à discuter. C'est-à-dire que la NUPS ou tous ces courants de gauche, il y a une intégration aux institutions qui est extrêmement forte, par le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts en particulier. Une intégration d'idées issues du capitalisme et des idées de la bourgeoisie, le nationalisme, la délégation de pouvoir, tout ce qui se passe autour de la police, de l'armée, etc. Et ce mouvement, il va s'accélérer. C'est-à-dire que dans une situation où ils vont perdre en plus les législatives, il va y avoir une tentation de vouloir être plus crédible. Et donc être plus crédible, ça veut dire en fait être moins en confrontation avec les idées que défend la bourgeoisie. Et puis aussi, il va y avoir un truc, c'est qu'en s'intégrant par des dizaines et des dizaines d'élus, ils vont capter des positions. Et par exemple, j'ai eu une discussion avec quelqu'un d'Amiens, puisqu'il disait « Ah oui, de toute façon, ça c'est une première étape, la prochaine étape c'est les élections municipales. Parce qu'il va falloir pouvoir s'implanter pour être plus fort pour la fois d'après. » Donc je lis juste un petit truc que je n'ai pas mis dans la bibliographie de Ernest Mandel sur la question de la dialectique et des conquêtes partielles. Je pense que je l'ai mis quand même dans la biblio, mais la phrase c'est « Cette dialectique se manifeste dans le comportement de ceux qui subordonnent la poursuite et la victoire des luttes ouvrières pour parvenir à la conquête du pouvoir dans les pays capitalistes, à la seule défense des organisations ouvrières existantes. » C'est-à-dire que les organisations ouvrières, elles confondent les intérêts de la classe et les intérêts de leurs organisations. Et les intérêts de leurs organisations, souvent, c'est les places dans les institutions. Mais Trotsky met un petit bémol à cette chose-là, même si chronologiquement, évidemment, c'était l'inverse. Celui qui ne sait pas défendre les conquêtes existantes n'en fera jamais de nouvelles. Parce que le problème, c'est qu'il faut aussi réellement en fait, pouvoir s'appuyer sur des choses pour pouvoir gagner. Mais disons que la bureaucratisation de la lutte va s'accélérer dans la prochaine période. Donc, que vont faire les réformistes Voilà, je disais, je pense qu'il va y avoir des tendances contradictoires et que tout ça va être déterminé aussi par la dynamique de la lutte des classes. On ne peut pas prévoir exactement. Et puis, de toute façon, ça, c'est toujours très contradictoire. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait la campagne de la NUPS, par exemple, on voit qu'une partie des gens qui sont dans la campagne, en fait, sont très intéressés par ce qu'on raconte et qu'on ait des critiques téléphone extrêmement radicales sur la bureaucratisation de la NUPS et puis sur ce que représente un Mélenchon en termes de personnalisation et tous les défauts évidents que ça souligne. Mais disons que, pour terminer le plus vite possible, qu'est-ce qui va se passer? La première hypothèse, c'est la NUPS gagnerait les législatives. Bon, c'est de la science-fiction, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Donc j'ai mis en H toute une référence sur la question du gouvernement ouvrier, qui est une question extrêmement importante dans l'histoire du mouvement ouvrier, parce que c'est la question de comment est-ce que les révolutionnaires peuvent être confrontés, que ce soit politiquement ou pratiquement, à la question du pouvoir, en dehors des périodes où il y a justement la révolution. Donc ça pose en fait des questions sur comment les révolutionnaires en fait posent la question de quelles sont les délimitations politiques qui sont acceptables ou pas, et en général ça se situe sur le plan
du rapport à l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'en Allemagne, dans les années, je ne sais plus, c'est 20 ou 30, je vais dire une connerie, donc ouais, justement, c'est au début des années 20, il y a par exemple la question de l'armement du prolétariat. Alors on a du mal à imaginer ça, mais en gros, c'est intéressant de réfléchir. En gros, ils se disaient, comme il y a des bandes fascistes qui commencent à se constituer, le critère pour eux, c'est pas la police qui va nous défendre, c'est le prolétariat en armes. Donc pour vous donner un peu une idée des points en fait sur comment tu vois un gouvernement dans le cadre du capitalisme, en fait tu le vois que s'il est déjà en forme de rupture avec le capitalisme. Donc vous lirez le passage. Deuxième hypothèse la plus probable, la NUPS ne gagne pas les législatives, Mélenchon n'est pas Premier ministre, donc je disais tout à l'heure, il peut y avoir une démoralisation et une recherche d'une espèce de réalisme, mais il y a une sous-hypothèse, c'est Macron n'a pas la majorité dans ce cadre-là. Et ça, on verra la semaine prochaine, mais c'est une possibilité extrêmement intéressante. Parce que ça veut dire que si Macron n'a pas la majorité, ils vont soit y avoir une accélération des clarifications dans la gauche, c'est-à-dire parce que tu as une partie qui va vouloir aller gouverner, enfin, avec Macron, qui dira bah, on veut un gouvernement d'union nationale, il y a la guerre, c'est très dur, il va essayer de gratter bien sûr LR et une partie de la gauche. Donc tu auras une clarification dans la gauche sur le positionnement par rapport aux réformes libérales et par rapport à l'appareil d'État. Et peut-être que ça donnera confiance pour le coup en ricochet aux secteurs qui sont un peu indépendants. Voilà, et après bon, pour nous, pour conclure, comment va se passer la suite? Bah, nous, évidemment, la situation la plus favorable, c'est s'il y a des luttes de masse. C'est-à-dire que si, en gros, ce qui se passe actuellement, cette polarisation en 3 blocs, fait que les masses se disent bah, on a quelque chose qui nous représente, on existe, et donc on peut lutter. C'est ce que les gens nous disent. Nous, évidemment, on trouve que c'est un peu bizarre parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, mais n'empêche que c'est une réalité politique dont on doit tenir compte. Donc, les masses se mettent à lutter contre les attaques du gouvernement. Dans ce cadre-là, probablement que nous, on aura d'autant plus intérêt à batailler pour l'unité d'action la plus forte possible. Et donc, le travail qui a pu être fait en relation avec la NUPS, de dire, bah voilà, pour nous, c'était pas essentiellement un travail électoral. On l'avait discuté, compris dans les AG, c'est vraiment pas l'essentiel. Pour nous, c'est de transformer ces collectifs-là en collectifs de lutte. Donc, pour terminer vraiment, ça veut dire que dans la prochaine période, il faudra combiner à la fois justement la recherche d'une unité d'action dans la lutte contre le pouvoir, contre le gouvernement, contre la classe dominante, et une construction d'une organisation indépendante qui est capable justement de travailler les différents points qu'on a abordés là, c'est-à-dire à la fois l'indépendance par rapport à l'appareil d'État, donc y compris une indépendance organisationnelle, parce que alors là-dessus il faut lire la référence D là, sur Réforme sociale ou révolution de Rosa Luxembourg. En fait elle explique vachement bien comment les désaccords avec les réformistes, en fait ils ne sont pas idéologiques, ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas théoriques. En fait c'est que les organisations ouvrières, elles ont été intégrées à l'appareil d'État, et c'est par cette habitude-là d'intégration à l'appareil d'État qu'elles sont devenues réformistes. Et elles ont théorisé leur réformisme après l'avoir été en réalité. Donc ça veut dire que toute organisation qui est un projet révolutionnaire doit toujours avoir une indépendance organisationnelle par rapport aux réformistes. Parce que sinon, en fait, tu te fais absorber, accrocher, intégrer, parce qu'en fait, ton habitus et celui de ta sphère sympathisante et des gens qui exercent une pression sur toi se transforment dans cette expérience-là. Et donc aussi avancer dans la construction de formations, de groupes qui s'implantent dans le prolétariat, c'est-à-dire dans les entreprises et dans les quartiers populaires, pour essayer de peser aussi sur la situation politique. Donc voilà, je dis un dernier mot sur le fait qu'on ne fétichise rien, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais fétichiser une organisation. Une organisation n'est jamais qu'un outil. Donc la question c'est de savoir si elle est utile pour intervenir dans une situation, pour faire avancer les choses, mais avec y compris en tenant compte de ce que je disais tout à l'heure sur l'indépendance organisationnelle indispensable pour les organisations révolutionnaires. Mais on ne fétichise pas un parti, des fois il vaut mieux s'en débarrasser si c'est mieux pour avancer, et la possibilité d'en reconstruire des nouveaux qui soient plus utiles dans une situation. Ok. Oui, donc pour poursuivre l'introduction qu'a fait Antoine, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais de faire 3 points. En gros, un premier point, je reviens sur la situation actuelle sociale et politique. Un second point, un peu sur, comme on est un peu dans le cadre d'une formation où on aborde l'analyse faite des marxistes de la démocratie bourgeoise. Et puis, dans une troisième partie, essayer de voir comment, justement, ces analyses-là nous permettent de réfléchir au poids d'une rupture et les moyens de cette rupture avec du coup, cette démocratie bourgeoise.
Alors du coup, l'actualité sociale en France, elle est marquée, ça n'aura échappé à personne, par l'inflation qui fait peser sur le niveau de vie des classes populaires des sales menaces qui sont aussi renforcées par la prochaine réforme des retraites là, dont nous parle Macron depuis un moment, et espérons-le du coup possiblement une riposte contre, et aussi du coup l'état catastrophique des services publics, avec au premier plan quand même la destruction de l'hôpital. On l'a vu, il y a eu des mobilisations dans ce secteur qui ont déjà eu lieu depuis 2018, notamment avec la création de collectifs, de comités, etc. Et avec le Covid évidemment, qui a souligné encore plus les besoins vitaux de l'hôpital. Mais ça reste toujours un désastre, avec plus de 18 000 lits fermés depuis 2017. Et si on prend juste un peu de recul, en 16 ans, c'est 75 000 lits qui ont été fermés, et ce, faute d'un effectif suffisant, puisque dans tous les services, c'est la même rengaine, la quête c'est à la rentabilité, à l'économie. Ce qu'on dénonce d'ailleurs dans plus de 50 villes cette semaine, les soignants, mobilisés du coup contre ce manque d'effectifs, le manque de moyens, et ce à tous les niveaux, avec la fermeture de plusieurs urgences, mais d'autres services comme la pédiatrie, les maternités et autres. Bon, tous les médias le disent, l'hôpital s'effondre, et puis c'est pas le seul truc qui s'effondre. On l'a vu aussi avec l'éducation nationale ces derniers temps, et je sais pas, ça n'aura peut-être pas échappé que l'Académie de Versailles recrute en ce moment par job dating ces dernières semaines. C'est le même problème, manque d'effectifs, manque de moyens, du coup des réformes macronistes qui ont essayé de dégrader l'offre, etc. Blanquer, pour juste donner un exemple, mais sur les mathématiques, alors on supprime les maths, on les remet, on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui se passe, peut-être que ça nous sera dit dans un prochain interview sur BFM. En tout cas voilà, c'est quand même des millions de jeunes qui n'ont pas eu de cours cette année parce que les profs absents ils sont jamais remplacés, ou presque jamais. Et donc voilà un deuxième truc qui s'effondre. En plus de ça, c'est un autre exemple dans les transports publics aussi, c'est le manque d'effectifs nécessaires pour faire rouler les trains, les bus ou les réparer. On l'a vu le week-end dernier, me semble-t-il, avec la panne qui a perturbé tout le réseau Nord, une autre qui a paralysé une partie de la gare de l'Est, avec ce fameux épisode où la police a gazé les usagers parce qu'ils s'agglutinaient autour des bus de substitution, qui n'étaient donc pas en nombre suffisant. Et en région, d'ailleurs, on commence déjà à nous annoncer la pénurie de conducteurs de bus scolaires là, pour les gosses à la rentrée. Donc l'État et le patronat face à ça, ils clament à la pénurie, mais en réalité, c'est quand même une pseudo-pénurie, en tout cas une pénurie largement organisée par eux, et donc il est question vraiment dans tous ces secteurs-là. Parce que le recrutement des soignants, il est toujours pas à la hauteur, parce que par exemple pour les conducteurs de bus, les seuls gens qu'ils embauchent, c'est des gens qui ont déjà le permis bus, donc il n'y a pas une offre de formation et sûrement pas en nombre nécessaire qui est mise en place. Donc on voit très bien que ce système il se joue de nos vies et de l'avenir de millions d'enfants et d'adolescents. Du côté du privé, même si j'ai parlé des transports publics, mais une bonne partie des transports est déjà privée, ce n'est pas beaucoup plus reluisant, puisque là aussi c'est la précarité, c'est les travailleurs pauvres, des licenciements, et quand ce n'est pas le cas, un avenir tout à fait incertain, avec notamment l'augmentation des prix liés aux chaînes de valeur qui subissent encore les conséquences du Covid, mais aussi celle de la guerre en Ukraine, à commencer donc notamment par l'augmentation des prix des biens et des produits de consommation courante. Et dans le monde d'ailleurs, on s'attend quand même à des famines, car la guerre en Ukraine elle implique deux des plus gros producteurs de céréales et d'engrais de la planète, donc la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui parlait lui carrément d'un risque d'effondrement du système alimentaire mondial. En effet, le prix du blé il a quand même doublé depuis le mois de novembre. Plusieurs navires sont aujourd'hui bloqués dans la mer Noire par les troupes russes, et le blé russe et ukrainien n'arrive donc pas dans plusieurs pays, et notamment en Afrique et au Moyen-Orient, où pourtant il y a des centaines de milliers de consommateurs qui les attendent. Cette crise elle se fait particulièrement aride là au Maroc par exemple, qui habituellement est un gros producteur, mais qui subit aussi d'autres conséquences du système capitaliste, puisqu'il y a une sévère sécheresse qui réduit complètement les stocks de son blé.
pour les habitants du coup du Maghreb, cette flambée des prix, elle pourrait rappeler quand même largement la crise alimentaire des années 2007 et 2008 qui avait poussé à des émeutes de la faim dans plusieurs de ces pays. Alors la guerre en Ukraine, elle aggrave aussi lourdement le contexte politique. Elle fait rage du coup depuis 3 mois avec son lot de dévastation humaine et matérielle et dont le principal responsable c'est évidemment l'autocrate russe, Poutine, à la tête d'une puissance qui, depuis la chute de l'URSS, a largement réintégré le monde impérialiste et voudrait garder du coup la mainmise quand même sur sa zone d'influence et notamment son plus proche étranger, l'Ukraine. Alors bien sûr, en arrière-plan de cette guerre, il y a aussi les appétits des autres impérialistes, à commencer par les États-Unis de Biden, puisque les rivalités portent notamment sur les matières premières, avec notamment les rivalités entre le gaz américain contre le gaz russe, mais aussi des rivalités concernant le marché de l'armement, puisque les États-Unis et la Russie sont les plus gros vendeurs. En fait, tout ça se passe quand même dans un contexte de militarisation croissante des sociétés. En 2021, pour la première fois, les dépenses militaires elles ont dépassé les 2000 milliards de dollars. Et partout, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Australie, au Japon, etc., les budgets de l'armement, ils explosent. En France, par exemple, l'objectif des prochains mois et prochaines années, c'est que ça atteigne 2% du PIB, sachant que c'est déjà le deuxième poste de dépenses de l'État. Évidemment, ça se fait au détriment des budgets sociaux. Et d'ailleurs, ces armes, elles restent jamais en l'air. Les bénéfices qu'elles génèrent, elles sont jamais pour les classes populaires. Par contre, elles sont bien toujours, en tout cas, elles visent toujours ces classes populaires. Parce que les vraies guerres, elles sont quand même là où les populations, elles menacent, où les classes populaires, elles menacent, mais aussi parce que toute militarisation s'accompagne d'un renforcement de l'autoritarisme des régimes politiques, dont notamment les violences policières qui sont l'actualité aux États-Unis, mais aussi en France, comme le disait Antoine et j'imagine hier, on l'a vu encore cette semaine, que la police a tué encore, et d'ailleurs face à ça, les plus réactionnaires comme Marine Le Pen, mais c'est pas la seule, demandent toujours plus de droits pour les flics. Là par exemple, elle s'est exprimée pour demander elle demande la présomption de légitime défense pour les flics, c'est-à-dire que ce serait à celui qui constate que les flics ont dépassé leurs droits de le prouver. Bon, c'est difficile à faire quand on est la victime de cette semaine, par exemple. Du coup, ces armées et ces polices, en fait, elles sont quand même entre guillemets, le bras armé de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui l'exercent au service d'une classe sociale qui est du coup la bourgeoisie, pour imposer justement leur ordre social, celui qui repose du coup sur la propriété privée et l'appropriation privée de la plus-value, fruit de l'exploitation de ceux qui ne possèdent que leur force de travail. Donc cet après-midi, on aura des ateliers qui reviendront là-dessus, mais dans cette situation, on voit bien qu'il y a bien des combats à mener et dont d'ailleurs qu'il y a tout un système en fait à renverser et dont Philippe Poutou a quand même largement souligné, c'est ce qu'a largement souligné Poutou du coup dans la campagne présidentielle, puisque pour en finir avec la barbarie, la misère et la guerre dont nous menace chaque jour le système capitaliste, il n'y aura pas de raccourci. En fait, on peut compter quand même que sur les luttes victorieuses de notre classe. Il y en a eu dans le passé, il y en aura probablement, et c'est sûr, dans le futur et peut-être de manière très proche vu le contexte social et politique qu'on vient de décrire. Mais on n'est quand même pas les seuls à y avoir pensé, en tout cas sûrement pas les premiers. Antoine a donné un nombre de militants révolutionnaires qui ont participé à nous donner des billes pour la suite. Ces militants marxistes révolutionnaires, donc de Marx à Trotsky, en passant par Rosa Luxembourg ou Lénine, ils nous ont donné des moyens intellectuels, mais aussi le fruit de résultats d'expériences pratiques. Que ce soit dans la Commune de Paris en 1871 ou la Révolution russe de 1917 ou les révolutions russes en n'oubliant pas celle de 1905, ça a été des occasions où la classe ouvrière elle a su prendre le pouvoir. Alors en Russie, elle l'a fait sous la manière la plus consciente et avancée, puisque ça a donné lieu au basculement quand même vers un autre système économique et politique, sous la forme donc de soviets. Les soviets, ce qui veut dire conseil, comité en russe. C'est-à-dire en fait une forme d'organisation des travailleurs par eux-mêmes et plus largement donc, une forme d'organisation des classes populaires en lutte. Il y a des soviets de travailleurs, de paysans, de soldats, où c'était vraiment des lieux de discussion, de débat, mais aussi de décision et surtout d'exécution de ces décisions. Alors en 1905, à l'occasion de la grève générale annonçant la révolution à venir,
Trotsky s'était retrouvé président du Soviet de Petrograd. Et en février 1917, quand la nouvelle révolution a éclaté en pleine guerre mondiale, et surtout parce que cette guerre, elle devenait insupportable, et les soviets, ils ont à nouveau refleuri. Et ces formes d'organisation, donc elles sont vraiment venues d'en bas par, je le disais tout à l'heure, les travailleurs, les femmes, les soldats en lutte, etc. Et donc ça a été des lieux aussi où les différents courants politiques se sont exprimés, voire affrontés, mais au sein duquel il s'est quand même préparé tout au fil des mois l'étape ultime de la révolution qui a eu lieu en octobre et où, sous l'influence des bolcheviks, et donc par une insurrection finale, les masses populaires mobilisées et organisées dans ces soviets ont pris le pouvoir. Alors, il serait sûrement trop long, mais non moins intéressant d'en discuter plus précisément. Néanmoins, si je parle un peu de ça, c'est juste pour souligner deux aspects de la politique des militants bolcheviques, notamment celle de vouloir donner en tout cas tout le pouvoir aux soviets, même si, bon, forcément, je simplifie un peu en disant ça, mais aussi, deuxième aspect non moins important, c'est quelle politique ils ont menée là-dedans, et donc, évidemment, contre la guerre, ce qui nous parle forcément dans cette situation. Les bolcheviks défendaient aussi le pain et la terre aux paysans, y compris aussi les droits démocratiques contre l'autocratie tsariste. Et du coup, ils revenaient quand même toujours à privilégier le pouvoir aux soviets, qui était donc cette forme d'organisation de la population ouvrière et paysanne mobilisée, pour qu'elle prenne en main ses propres affaires. Et en fait, c'est dans ces soviets qu'entre militants organisés ou non, dans les partis ou les courants politiques, peu importe la nationalité ou les autres appartenances, que se disputaient tous les débats du mouvement, et ce sur un terrain de classe en fait. Et donc ça a été le lieu des premières expériences d'un nouveau pouvoir, et sans quoi d'ailleurs la révolution elle n'aurait sûrement pas été celle du prolétariat. Alors juste, il est significatif que Lénine, dans le premier texte d'ouverture du premier congrès de la fondation de la Troisième Internationale, donc si vous voulez, vous pouvez rajouter ce petit texte, mais je vous dirai le titre, mais qui se tient du coup en 1919, donc c'est le premier congrès de la Troisième Internationale, puisque les efforts des révolutionnaires russes avaient conduit au succès de la révolution et à son extension au moyen d'une nouvelle internationale, puisque la seconde c'était quand même largement, avait failli avec la pactisation dans la guerre avec les bourgeoisies impérialistes. Du coup, il aborde d'emblée la question fondamentale qu'il exprime donc sous le titre de ce texte, démocratie bourgeoise et dictature du prolétariat. Parce que lui, il ne craint pas de parler du pouvoir de la classe ouvrière comme une dictature du prolétariat, et nous d'ailleurs non plus, on ne craint pas de dire que pour qu'une révolution elle aille jusqu'au bout de ses possibilités, c'est une dictature du prolétariat qu'il faudra, que nous devons imposer contre la classe des exploiteurs à qui on ne fera sûrement pas trop de cadeaux. Mais Lénine, du coup, dans ce texte, il décortique tout un tas de limites de la démocratie bourgeoise, et c'est l'essentiel de son propos qui aujourd'hui résonne avec terrible adéquation de l'actualité, quoi. Et c'est pour ça que je vous encourage à le lire. Mais parce que quand on parle de démocratie aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense dans un premier temps à toutes les cartes en fait, que possède la bourgeoisie pour imposer sa politique au reste du monde. Alors c'est sûr, il y a eu le fascisme, par exemple, la carte sûrement la plus dure qu'a utilisée la bourgeoisie dans les années 30 en Allemagne ou en Italie. Mais la bourgeoisie, elle peut aussi largement se satisfaire d'une démocratie parlementaire, comme c'est le cas en France, en Inde, d'une monarchie à l'anglaise ou à l'espagnole. Bref, c'est vrai qu'elle peut utiliser bien des régimes différents, et ils le sont d'ailleurs aussi pour nous, hein, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure. C'est vraiment pas la même chose de militer sous une dictature féroce ou dans un régime dit démocratique comme celui de la France aujourd'hui. Mais en fait, pour nous, quels que soient quand même ces régimes, et leurs formes plus ou moins démocratiques, ils sont toujours au service d'une classe, en l'occurrence celle qui possède les moyens de production. En fait, c'est une dictature de classe, c'est-à-dire le pouvoir d'une classe sur une autre, de la bourgeoisie sur le prolétariat, et précisément par le moyen d'un État. En fait, l'État, c'est quoi? C'est une forme d'organisation qui permet à la classe sociale dominante d'une période d'assurer et de maintenir en fait sa domination et d'y soumettre donc l'ensemble du reste de la population. Alors aujourd'hui, voilà, c'est les détenteurs des moyens de production qui nous imposent toute leur organisation, et ils défendent leur pouvoir avec tous les moyens dont ils disposent et dont ils se créent, quoi. L'armée, la police et leurs lois toujours moins démocratiques, comme par exemple sur la question des libertés.
Alors bien sûr, l'État bourgeois, il peut aussi, à l'occasion de politiques prétendument sociales, pour calmer ou prévenir les révoltes, avoir une politique dite réformiste, en tout cas de redistribution de quelques miettes aux exploités. Mais ce social se fait toujours à la marge, sur fond toujours de cette dictature de classe, celle des possédants. Et rien d'étonnant donc qu'avec l'exacerbation des rivalités impérialistes, il y ait moins de miettes à distribuer. Et c'est d'ailleurs un peu sur ces questions-là quand même que dans bien des pays, du Liban au Chili, en passant par Hong Kong, que les populations elles se sont soulevées ces dernières années contre leur gouvernement ou contre des élections truquées ou faussement libres, comme ça a été le cas en Algérie avec le Irak par exemple. Alors du coup, je vais revenir un tout petit peu sur en quoi cette démocratie bourgeoise, elle restreint les libertés, etc. Lénine, dans son texte, il emballait pas mal et c'est vrai que ça fait vraiment écho à la situation d'aujourd'hui. Alors évidemment, il parle du droit de vote. Ils ont le droit de vote qu'une fois tous les 10 ans. Bon, nous, c'est vrai qu'on vote beaucoup en France en fait, mais pour qui on vote, bon, c'est quand même toujours les mêmes, ceux qui ont été élevés dans le berceau avec les dirigeants de Total, les Bolloré, les Bernard Arnault et compagnie. Parce que bon, combien il y a de prolos au gouvernement ou au Parlement, c'est peut-être pas pour rien quand même que Mélenchon il n'a pas voulu d'un Philippe Poutou, mais bon. Et puis juste voir un petit peu le prix que ça coûte une élection, d'une part en parrainage, mais aussi en frais de campagne. Juste pour l'exemple marrant, mais on a tous vu Valérie Pécresse qui pensait pas quand même passer sous la barre des 5%, elle a quand même dû débourser 10 millions d'euros pour sa campagne. Bon, nous, notre candidat Poutou, il n'a pas dépassé les 800 000 euros qui sont accordés par l'État et on voit par là quand même que c'est une vraie barrière en fait, le fric dans cette situation pour se présenter et défendre nos idées et qu'on n'est vraiment pas à armes égales avec les autres partis. Et donc bon voilà, là en plus c'est le cas dans les présidentielles où l'État fait un peu de fric, mais aux législatives par exemple, c'est pas le cas. Il y a aussi cette histoire dont je parlais un peu rapidement, les droits démocratiques. Pour en citer un, le droit de réunion. Il suffit de voir combien coûte le prix d'une salle quand on veut se réunir pour une réunion publique ou un meeting. Ça vaut très très cher. On pourrait aussi parler des moyens d'expression, l'accès à la presse, aux grands médias qui sont tenus par les grands magnat de la finance. Bon bref, en fait, comme on l'a déjà dit, le vrai pouvoir, du coup, c'est quand même celui de l'argent aujourd'hui. Et du coup, derrière les Macron et les autres dirigeants politiques, ce sont surtout les dirigeants du CAC 40 qui font la politique. Tous les gouvernements, du coup, y compris ceux qui se flattaient d'être de gauche et ont fait des promesses aux travailleurs, se sont quand même cassés le nez à chaque fois sur ce mur de l'argent. Alors du coup, notre question, nous, c'est comment imposer au patronat d'augmenter les salaires, d'embaucher, de réduire les cadences, etc. Et contrer ce pouvoir, ça ne pourra sûrement pas se faire en encourageant les illusions que répandent les Mélenchon et autres avatars. Donc, c'est sûr, je le dis au passage, mais c'est vrai que moi je fais partie des militants qui n'ont pas du tout été convaincus de la position du NPA pour du soutien à la NUPES, d'ailleurs pour bien des limites que Antoine a pointées lui-même et que j'ai dit aussi ici. Mais la solution, du coup, c'est vrai qu'elle pourra n'en passer que par l'imposition d'un nouveau rapport de force qui passera par les luttes. Donc par les luttes, par les mobilisations collectives, les réactions populaires. Et d'ailleurs, on n'est pas en reste, parce que bon, j'ai parlé de la révolution russe, mais il s'est passé bien des choses quand même depuis, même si celle-ci elle a été dévoyée quand même, je ne sais pas celle, mais de la pire des façons avec le stalinisme. Mais ne serait-ce qu'en France, quand même, ces dernières années, il y a eu tout un tas de bagarres, à commencer par exemple celle qu'a menée Poutou avec ses collègues contre la fermeture de Ford il y a quelques années, mais aussi contre la loi travail en 2016, contre les réformes du rail en 2018, contre la réforme des retraites en 2019. Bref, à chaque fois, en fait, dans ces situations, les révolutionnaires, ils ont essayé d'y intervenir pour que les grévistes se donnent les meilleures chances de victoire par leur propre organisation, c'est-à-dire par des comités de grève, des coordinations, et ce, sans laisser en fait la direction de ces mouvements, la direction de ces combats aux appareils syndicaux dont on connaît bien trop les faiblesses et les trahisons. Alors bien sûr, dans ces cadres d'auto-organisation, pas question d'exclure les militants syndicaux, ils ont leur place, mais au même titre que les autres. La grève, elle appartient à ceux qui la font, syndiqués ou non syndiqués, et ces formes d'ailleurs d'auto-organisation que défend le NPA dans son programme ne sont certes pas faciles à faire vivre, mais il est vital de le tenter parce que c'est la seule manière de discuter pied à pied, de décider de chaque aspect d'un mouvement, d'une grève, entre justement syndiqués et non syndiqués, entre politisés ou non politisés d'ailleurs.
En fait, c'est un peu là-dedans que se réalise le front unique dans la mobilisation entre celles et ceux qui sont en lutte. Et il y aura des désaccords, bon, comme il y en a eu aussi dans la Russie révolutionnaire, mais nous, c'est là-dedans qu'on a besoin de proposer notre politique, et en particulier celle de coordonner les luttes, de chercher à les étendre sans limite corporatiste ou nationale, parce que, à part des militants révolutionnaires qui proposent cette politique, personne ne le fera pour nous. Et du coup, c'est par ces formes d'auto-organisation démocratique entre grévistes, mais un peu dictatoriale quand même, contre le patron, que se font les premiers pas en fait vers un autre pouvoir. En fait, c'est militer là pour un autre rapport de force, y compris du coup face à ceux qui se réclament de notre camp, mais qui cherchent toujours à canaliser les batailles sociales et politiques dans les urnes ou par les directions syndicales qui cherchent à rester ou être en fait les premiers interlocuteurs du gouvernement ou du patronat. Parce que si on veut changer le monde, il faut bien se donner ça comme ambition, il faut le faire à partir des tentatives qui sont bien réelles de notre classe. Donc réfléchir aux moyens d'une prise de pouvoir et d'un exercice de ce pouvoir par les classes populaires. On peut imaginer bien des scénarios à la française comme ça a été le cas en juin 36, mai 68, mais où cette fois il y aurait des comités de grève qui fleuriraient un peu partout et se fédéreraient à une certaine échelle et deviendraient en fait un pouvoir plus fort que celui de la bourgeoisie. Alors bon voilà, c'est un peu rapide, mais c'était pour esquisser nos perspectives, en fait, celle de construire un parti un parti à même d'intervenir dans les luttes de notre classe, même dans la lutte des classes en général, mais avec une perspective politique de classe justement, qui soit une boussole pour les exploiter. C'est-à-dire en fait une organisation de classe indépendante et de toutes les forces de la bourgeoisie, et ce peu importe les cartes justement qu'elles se donnent, pour avancer l'idée et l'objectif d'en finir avec ce système par les seuls moyens qui lui sont donnés, c'est-à-dire ceux de la révolution. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu quand même des avancées un petit peu même réformistes dans le cadre des institutions de la bourgeoisie, ça a toujours été au moyen en fait du mouvement ouvrier, c'est-à-dire ceux de la grève, ceux des luttes en fait, de la mobilisation, etc. Donc il s'agit d'aller encore de l'avant, pour pas que dans cette situation, les possédants reprennent leur pouvoir. Et je terminerai juste comme Antoine a commencé par une citation de Marx, je clôt l'introduction au débat aussi en disant que c'est sûr que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et c'est un peu plus qu'une formule, mais tout un programme pour nous.